Vendredi 17 juin. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres. Nouvelle agression sioniste en Palestine. 3 Palestiniens tués ce matin à Jénine suite à une incursion des forces secrètes de l'armée sioniste dans le quartier Est. L'Algérie réitère son appel au respect du droit à l'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental devant les instances onusiennes. En Somalie, 16 terroristes Chebab tués par les forces régionales lors d'une attaque déjouée contre la ville de Bado. Conflit en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine assure que le conflit n'a aucune influence sur les difficultés économiques mondiales. Nous le disions donc à l'instant en Palestine, 3 Palestiniens ont été tués ce matin et 10 autres ont été blessés à Jénine dans le nord de la Cisjordanie occupée suite à une incursion des forces secrètes de l'armée sioniste dans le quartier Est. Cet énième crime crapuleux des forces sionistes contre des Palestiniens sans défense a été vivement dénoncé et condamné par le gouvernement palestinien. Souila Gilal. La barbarie sioniste a une nouvelle fois endeuillé des familles palestiniennes. À l'aube de ce vendredi, 3 jeunes Palestiniens ont été exécutés par les forces de l'occupation à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Les 3 martyrs se trouvaient à l'intérieur d'un véhicule civil lorsqu'ils ont été pris en embuscade et abattus de sang-froid par des forces secrètes de l'armée sioniste qui s'étaient infiltrées dans le quartier est de Jénine. De violents affrontements ont ensuite éclaté, au cours desquels 10 Palestiniens ont été blessés. Les réactions à ce crime crapuleux ne se sont pas fait attendre. Dans un communiqué, la présidence palestinienne a fermement dénoncé ce crime odieux, tenant le gouvernement sioniste pleinement responsable des conséquences. La présidence palestinienne a indiqué que ce crime précède la visite de Joe Biden dans la région pour tenter de se soustraire à tout engagement politique. Elle a par ailleurs souligné que c'était la réponse sioniste aux demandes américaines de désescalade. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh a de son côté condamné ce lâche assassinat et a appelé la communauté internationale à mettre fin à la politique de 2 poids 2 mesures et à œuvrer pour assurer la protection du peuple palestinien. Le ministère des Affaires étrangères a lui estimé que ce crime fait partie intégrante de la politique officielle de l'État sioniste visant à faire exploser la situation et à provoquer le chaos. Il a par ailleurs exhorté l'ONU à activer le mécanisme international de protection du peuple palestinien vivant sous occupation et a appelé la Cour pénale internationale à assumer ses responsabilités. La situation politique au Yémen sera discutée du 17 au 19 juin à Stockholm, en Suède, et à l'occasion d'un forum international qui réunira près de 150 participants de toutes les régions du Yémen, à la fois des représentants officiels et de la société civile, aux côtés de représentants onusiens et des pays occidentaux. Objectif, mettre les premiers jalons d'une paix durable dans ce pays miné par une guerre qui dure depuis presque 10 ans. Tinhinen Makassi. Près de 150 personnes venues de différents bords du Yémen se sont donné rendez-vous du 17 au 19 juin à Stockholm pour un forum international consacré au Yémen. Organisé à l'initiative du Centre d'études stratégiques de Sanaa et de la Folk Bernadotte Academy, l'agence gouvernementale suédoise pour la paix, la sécurité et le développement. Sont également présents à cette occasion des représentants onusiens, à l'instar de Hans Grönberg, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, qui, lors de son allocution, a jeté la patate chaude aux Yéménites. Vous avez le soutien de la communauté internationale. C'est nécessaire mais pas suffisant. Les Yéménites et leurs leaders dans tout le pays doivent décider de donner une vraie chance à la paix. Il leur faut envisager ce à quoi peut ressembler la paix et les États pour y accéder. Et encore plus important, les compromis nécessaires pour y arriver. Ravagé par une guerre intestine dont les enjeux sont régionaux et internationaux, le Yémen traverse les pires heures de son histoire. Les humanitaires présents sur place ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Depuis 2014, près de 14 millions de personnes sont touchées par la famine.
Le 16 mars dernier, l'ONU a réclamé 4,3 milliards de dollars pour aider cette année près de 17 millions de personnes au Yémen. Une aide toujours pas arrivée. À noter que depuis 2015, date du début de l'intervention de la coalition arabe au Yémen, près de 370 000 morts sont à déplorer, estime l'ONU, affirmant que 60% de ces morts, soit environ 227 000, sont dus aux conséquences indirectes du conflit, comme la famine ou les maladies. Cela dit, une trêve signée le 2 avril 2022 et renouvelée le 2 du mois en cours laisse entrevoir une lueur d'espoir pour ce pays de la péninsule arabique. Et l'Algérie qui a réitéré devant les instances onusiennes son appel au respect du droit à l'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental, un droit légitime et sans concession en dépit d'un achoppement fréquent par le régime du Marsen. Les détails avec Amine Touta. À l'occasion de la 50e session du Conseil des droits de l'homme organisée par l'ONU, la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations unies à Genève a rappelé que le respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination demeure un impératif pour toutes les parties internationales, conformément aux principes universels consacrés dans la Charte des Nations unies. L'Algérie a attiré l'attention sur la situation dans laquelle vit le peuple sahraoui sur le territoire du Sahara occidental, où il subit les multiples conséquences de l'occupation illégale. Un rappel de l'Algérie dans un contexte d'atteinte et de violation aux droits de l'homme dans les territoires occupés, à l'image du cas de la militante Sultana Khaya, victime de mauvais traitements infligés par les forces d'occupation du Marzen, ainsi que le procès du groupe Kdimizik à travers lequel des ONG ont saisi l'Organisation des Nations Unies pour maltraitance des prisonniers sahraouis. Des exemples qui illustrent une réalité du fait accompli dans la dernière colonie du continent africain et dont le principe à l'autodétermination reste un droit inaliénable et incontournable, comme le stipulent les résolutions internationales et le principe onusien à la décolonisation par voie de référendum à l'autodétermination sous l'égide de la communauté internationale. En Espagne, le gouvernement de Pedro Sánchez en mauvaise posture en Andalousie où il risque d'essuyer une seconde défaite électorale. Dans ce bastion historiquement à gauche, la droite a pris le dessus sur le parti du gouvernement. Safwan Ben Sabri. Pedro Sánchez dans l'œil du cyclone. Après plusieurs faux pas sur le plan diplomatique, le gouvernement espagnol pourrait subir un nouveau revers électoral en Andalousie. Ce bastion historique de la gauche est depuis 2018 sous la domination de la droite, une donne qui ne risque pas d'échanger lors du prochain rendez-vous électoral local. Selon tous les sondages, c'est le Parti populaire de la droite conservatrice qui devrait se maintenir au pouvoir ce dimanche dans cette région qui compte 8,5 millions d'habitants, soit la plus peuplée de la péninsule ibérique. Le Parti populaire devrait obtenir autour de 50 sièges au Parlement régional, alors que le Parti socialiste de Sánchez devrait essuyer une deuxième défaite en 4 ans, ne remportant d'après les sondages qu'une trentaine de sièges. Avant 2018, l'Andalousie représentait la chasse gardée du camp socialiste qui a gouverné la région depuis 1982. La perte est de taille pour le gouvernement Sánchez qui observe avec impuissance la consécration de la droite conservatrice dans une région historiquement à gauche. Les raisons de cette défaite récurrente seraient multiples. Une perte de crédibilité suite à plusieurs décennies au pouvoir, mais aussi des affaires de corruption redondantes qui ont fini par réduire les chances de succès du parti de Sánchez. Un chef de gouvernement désormais en mauvaise posture sur les fronts internes et externes. Et pas de répit pour Pedro Sánchez après son revirement et changement de position concernant le Sahara occidental. Critiqué de partout, c'est au tour cette fois-ci du chef du parti Nueva Canarias, Roman Rodriguez, de critiquer le gouvernement espagnol pour avoir cédé au chantage du Maroc sur la question sahraoui, estimant qu'il est impossible de faire pire. Roman Rodriguez, qui est également vice-président du gouvernement des îles Canaries et conseiller financier des affaires européennes et étrangères, a reproché au gouvernement espagnol de baisser les bras face au chantage marocain. Il a ajouté en expliquant que l'Espagne s'était mise de côté de la puissance occupante qui viole les droits de l'homme. Il en va de même pour l'ancien ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel García Margallo qui a critiqué lundi dernier les actions de l'actuel gouvernement Pedro Sánchez.
Et on va parler de diplomatie. En qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a effectué une visite de travail en République d'Ouganda, au cours de laquelle il a été notamment reçu en audience par le président Yoweri Museveni dans sa résidence. Et à cette occasion, le ministre Lamamra a remis au président ougandais un message écrit de son frère, le président Tebboune, portant sur les relations de fraternité, de coopération et de solidarité entre les deux pays. L'audience a donné lieu à un échange approfondi et fructueux sur les perspectives de renforcement et de la coopération bilatérale, ainsi que sur la situation générale prévalant en Afrique, à la lumière des nouveaux défis imposés par les récents développements sur la scène internationale. Au Sénégal, cette journée de revendication était pour le moins sous tension. Les policiers sénégalais ont encerclé le domicile du leader de l'opposition Ousmane Sonko à Dakar après son appel à défier une interdiction de manifester dans un climat de tension préélectorale grandissante. Des policiers en tenue anti-émeute et des barrières ont été disposés en travers des routes menant à son domicile. Des partisans qui tentaient de se rendre chez lui ont reçu l'instruction ferme de faire demi-tour. L'opposition a appelé à manifester ce vendredi après-midi contre l'invalidation d'une liste nationale de candidats aux législatives du 31 juillet. Et puis cette fusillade à un poste frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Goma qui a fait un mort. Il s'agit d'un soldat congolais. 2 policiers rwandais et des civils ont été blessés. Il y aurait également des blessés justement parmi les civils qui voulaient traverser la frontière. En Somalie, 16 terroristes Chebab ont été tués par les forces régionales lors d'une attaque déjouée contre la ville de Bado dans le centre du pays. Les forces gouvernementales qui ont intensifié les opérations de sécurité à travers le pays depuis le début de cette année se sont engagées à poursuivre l'assaut contre le groupe terroriste jusqu'à ce que tous ces éléments soient maîtrisés. Retour en République démocratique du Congo de la dépouille de Patrice Lumumba, figure anticolonialiste panafricaniste. Son fils Roland dit qu'il est important que son père, le héros de la lutte anticoloniale, puisse enfin reposer en paix. Dans le déroulé des événements, pouvoir reprendre ses esprits avec nous. Je ne peux pas dire c'est la joie, mais c'est positif pour nous. C'est positif qu'on puisse enfin enterrer le nôtre. Je ne parle pas uniquement en tant que le fils biologique d'une idée. Donc c'est quelque chose d'important pour la famille Lumumba, mais important aussi pour des milliers, des millions qui croient en lui. Et en tant qu'Africain, en tant que Bantou, son âme va pouvoir se reposer en paix. En corne de l'Afrique, plus de 18 millions, c'est le nombre de personnes à se retrouver en situation d'insécurité alimentaire aiguë après une 4e saison de pluie sèche en Éthiopie, en Somalie et au Kenya. Plus de 7 millions de têtes de bétail en ont fait les frais. Le programme alimentaire mondial demande $1 demi-milliard pour répondre à cette crise. En Russie, à Saint-Pétersbourg, le président russe Vladimir Poutine arrive à la saison plénière du Forum économique international annuel, souvent surnommé le Davos russe. Fait marquant de cette édition, l'absence d'invités venant de l'Ouest. Спасибо присутствующим, спасибо нашему лидеру Владимиру Владимировичу за то, что вы нашли время, как всегда, выступить на... Le président russe Vladimir Poutine assure que le conflit en Ukraine n'a aucune influence sur les difficultés économiques mondiales, notamment l'inflation de prix de l'énergie, accusant les erreurs systématiques de l'Occident. On écoute. Происходит. Россия и наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем.
La Russie et nos actions pour libérer le Donbass n'ont rien à voir avec cela. La hausse actuelle des prix, l'inflation, les problèmes de sécurité alimentaire, le carburant, l'essence et le secteur de l'énergie en général sont le résultat d'erreurs systémiques de l'administration américaine actuelle et la bureaucratie européenne. La racine est dans leur politique économique erronée. Le début de notre opération militaire dans le Donbass est une bouée de sauvetage pour eux, ceux qui contribuent à rejeter la responsabilité de leurs propres erreurs sur les autres. Le monde s'est retrouvé dans cette situation en raison de la politique macroéconomique irresponsable et constante des pays du G7, notamment l'émission et l'accumulation incontrôlée de dettes non garanties. Ces processus se sont accélérés et ont été activés avec le début de la pandémie de coronavirus en 2020, lorsque l'offre et la demande de biens et de services ont considérablement diminué. La question est qu'est-ce que notre opération militaire dans le Donbass a à voir avec cela? Autre événement, une conférence des grandes économies sur le climat, durant laquelle le président américain Joe Biden a estimé que le conflit en Ukraine démontre l'importance des énergies renouvelables pour la sécurité nationale ainsi que pour la lutte contre la crise climatique. On l'écoute. Nous nous réunissons aujourd'hui alors que des enjeux mondiaux urgents ont un impact sur l'ensemble de nos nations et exigent toute notre attention immédiate et notre étroite coopération. L'attaque brutale et non provoquée de la Russie contre sa voisine, l'Ukraine, a alimenté une crise énergétique mondiale et rendu encore plus clair le besoin d'atteindre une sécurité énergétique fiable et de long terme. Et en parlant d'énergie, les flux gaziers de Russie vers l'Europe en constante diminution. Les cours du gaz naturel flambent. Des pays de l'Union européenne dénoncent une décision politique et la Russie évoque des problèmes techniques et de maintenance. Certains pays européens tirent la sonnette d'alarme pour la prochaine saison hivernale. Mohamed Wali Ben Chaban. Les exportations de gaz russe vers l'Europe se sont effondrées de plus de 58%. Le géant russe Gazprom évoque des problèmes techniques sur des turbines de compression de l'allemand Siemens. Conséquence, réduction des livraisons de gaz à certains pays de l'Union européenne et envolée des cours du gaz sur les marchés. Les prix ont flambé de 60% depuis le début de la semaine. Les marchés cèdent à la pression. Les cours européens du gaz ont dépassé 147 € le mégawattheure jeudi après-midi, un niveau jamais constaté depuis début mars dernier. Après l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche, c'est aujourd'hui au tour de la Slovaquie d'annoncer de fortes baisses de livraison de gaz russe. Quant à la France, elle ne reçoit plus de gaz russe via le gazoduc depuis le 15 juin. Le groupe italien Eni a de son côté indiqué que Gazprom doit lui livrer seulement 50% du gaz demandé ce vendredi. Les malheurs ne viennent jamais seuls. L'Europe est en même temps privée d'une partie du gaz liquéfié importé des États-Unis. L'une des 7 unités de production de GNL américaine est à l'arrêt pour au moins 3 mois à la suite d'un incendie qui a endommagé les infrastructures. Cet incident perturbe drastiquement les approvisionnements en gaz du vieux continent, où les volumes en question sont beaucoup moins importants. Et l'armée russe affirme qu'un peu moins de 7000 mercenaires étrangers issus de 64 pays sont arrivés en Ukraine depuis le début du conflit. Elle ajoute que près de 2000 d'entre eux ont été tués. Le ministère russe ajoute que la Pologne est le leader absolu parmi les pays européens en termes de combattants venus en Ukraine, suivi par la Roumanie et la Grande-Bretagne. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, 6 956 personnes sont arrivées en Ukraine. 1956 ont déjà été éliminées et 1779 sont partis. Au 17 juin 2022, il y avait des mercenaires et des spécialistes des armes de 64 pays dans nos listes. La Pologne est un leader absolu parmi les pays européens pour le nombre de combattants qui ont été envoyés et sont morts en Ukraine.
Et concernant un plan des Nations Unies pour l'exportation des céréales bloquées en Ukraine, la Turquie attend des développements rapides. C'est ce qu'a déclaré le ministre turc de la Défense Hulusi Akar à l'issue d'une réunion de 2 jours des ministres de la Défense de l'OTAN à Bruxelles. Il a également déclaré aux journalistes, je cite, « Nous avons environ 15 navires remplis de céréales dans les ports ukrainiens. Ces questions ont été discutées au cours de nombreuses conversations. Des échanges diplomatiques très intenses se poursuivent. » Fin de citation et on l'écoute justement. Nous avons environ 15 navires remplis de céréales dans les ports ukrainiens. Ces questions ont été discutées au cours de nombreuses conversations. Cette question n'est pas seulement limitée par nos conversations ici. En fait, des échanges diplomatiques très intenses se poursuivent dans les jours qui viennent. Nous allons assister à une évolution rapide des choses. Nous essayons de résoudre rapidement cette question en organisant une réunion entre la Russie, l'Ukraine, l'ONU et la Turquie. L'ONU a un plan concernant cette question. Nous pouvons dire que les parties sont en grande partie d'accord avec ce plan. Et puis dans l'affaire Assange, l'avocate de Julian Assange, Jennifer Robinson, qualifie l'approbation par le gouvernement britannique de l'extradition du fondateur de Wikileaks vers les États-Unis de graves menaces pour la liberté d'expression, non seulement pour Julian, mais aussi pour tous les journalistes, rédacteurs en chef et professionnels des médias de ce pays. Pour rappel, Assange est poursuivi en justice aux États-Unis pour la publication de dossiers secrets relatifs aux guerres en Irak et en Afghanistan. Cette décision constitue une grave menace pour la liberté d'expression, non seulement pour Julian, mais aussi pour tous les journalistes, rédacteurs en chef et professionnels des médias dans ce pays. Il risque 175 ans de prison pour avoir publié des informations pour lesquelles il a remporté des prix de journalisme à travers le monde et a fait partie des nominations pour le prix Nobel de la paix. On va parler sport. Plus que quelques jours avant le coup d'envoi de la 19e édition des Jeux méditerranéens, Oran, la capitale de l'ouest du pays, s'est refaite une beauté pour l'occasion. El Behia Wahran, où les traditions ancestrales épousent parfaitement la modernité. Notre reporter Imen Merad s'est baladé dans les rues d'Oran. Elle nous y emmène. Oran, seconde ville portuaire, située au nord-ouest de l'Algérie, métropole à d'innombrables facettes. Riche en culture, en tradition, mais pas seulement. Oran se tourne vers une frappante modernité. Jadis, Oran fut baptisé Ifri, la caverne en berbère, toponyme en relation avec les multiples grottes des collines environnantes. Cependant, si la ville a pris le nom d'un cours d'eau, l'Oued El Haran, selon la légende, Wahran signifie « de lion ». Au sommet du mont Murdjajo, le fort de Santa Cruz offre une imprenable vue sur la baie oranaise en contrebas. Le marché de la Bastille se constitue d'une très longue rue piétonne traversant une importante parcelle du centre-ville d'Oran, où tables et marchands s'offrent aux clients. La Casbah, la Blanca ou encore Ad-Derb se situent au centre du quartier historique de Sidi El Houari. Oran, mecque de la chanson raï, a vu naître bon nombre d'artistes. Le label Disco Maghreb a été le berceau de stars iconiques. La nuit tombée, une foule de locaux déambule dans les rues d'El Behia. L'Ayoun, El Aqid, Gambetta ou encore le boulevard du Front de Mer, tous aspirent à passer un moment de détente en famille ou entre amis. Au rendez-vous, lèche-vitrine, restauration, dégustation de thé et de diverses douceurs. Wahran El Behia, Oran la radieuse, est l'une des villes les plus chaleureuses et hospitalières du pays. Les habitants d'Oran attendent impatiemment le début des Jeux méditerranéens 2022 et se préparent activement à recevoir leurs hôtes des 4 coins du monde. On va parler un peu culture juste avant de se quitter, direction la grande foire de l'art en Suisse. Art Basel a ouvert ses portes aux plus prestigieuses galeries du monde pour présenter leur plus belle collection artistique. Amira Bedia.
Avec près de 300 galeries et 4000 artistes venus d'une quarantaine de pays, la Foire internationale d'art moderne et contemporain Art Basel, édition 2022, retrouve ses quartiers. Pour le monde de l'art, la Foire de Bâle fait partie des grands rendez-vous à ne pas manquer. Art Basel est la plus grande plateforme artistique du monde et avoir cette scène pour montrer mon travail et faire passer ce message aux gens est incroyablement important. Et pour moi, c'est l'un des plus grands défis à relever pour lancer cette réflexion. Après 2 années chamboulées par la pandémie, Art Basel reprend son statut vitrine du marché de l'art contemporain. De plus, cette édition est sans restriction pour les visiteurs. Ils peuvent profiter pleinement des animations. Les plus grandes signatures de l'art contemporain, dont la sculptrice franco-américaine Louise Bourgoise et le peintre allemand Gerhard Richter, seront exposés pour être vendus aux côtés d'œuvres de jeunes artistes. Parmi les pays participants, l'Algérie avec la galerie Rhizome qui présente l'artiste Lounis Baouch avec sa nouvelle série intitulée Taletopia. L'artiste algérien raccorde entre les anciens contes amazigh et ceux de Disney. Art Basel fermera ses portes le 19 de ce mois. Et c'est sur cette touche d'art qu'on clôture ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain à 19h. Leïla Gertal pour édition spéciale à 18h. Passez une excellente soirée sur Al24 News.